Bonjour François Hollande. Bonjour. La mort d'Aboubacar al-Baghdadi, est-ce que c'est une page qui se tourne dans la lutte contre l'État islamique? Oui, je pense aux familles des victimes des attentats, et aussi bien du 13 novembre que ceux qui ont précédé et suivi. Parce que ces familles savent maintenant que le chef de l'organisation terroriste islamiste qui avait commandité, organisé, préparé ces attentats est mort aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? C'est un coup dur à cette organisation terroriste. Ce n'est pas encore un coup fatal. C'est un coup dur parce que c'était le chef. C'est un coup dur parce que c'était lui qui avait proclamé le califat, qui avait lancé ses opérations, bien sûr, en Irak et en Syrie, mais partout dans le monde. C'est un coup dur parce que l'organisation elle-même est en décomposition. Elle a perdu les territoires qu'elle contrôlait en Irak, en Syrie. C'est intéressant de savoir où il s'était réfugié, c'est-à-dire dans la partie la plus à l'ouest de la Syrie, alors que lui-même est irakien. Donc il était déjà, je pense, dans une phase de repli et il ne pesait peut-être plus dans son organisation. Mais ce n'était pas un coup fatal parce que cette organisation qui n'a plus de territoire, elle a encore des combattants, elle peut même en avoir davantage si dans les camps de réfugiés, dans les camps, il y a maintenant des troubles qui sont créés. Les djihadistes pourront trouver là un moment pour fuir et pour rejoindre cette organisation terroriste. Vous dites la menace demeure. Oui, elle demeure. Est-ce que vous craignez des vengeances? Non, je ne pense pas qu'il y ait une capacité à mener plus d'actions qu'il y a quelques jours avant l'annonce de la mort de ce terroriste en chef. Et je crois qu'en revanche, il y a toujours une disponibilité et il y a toujours des djihadistes qui sont présents en Irak et en Syrie. Juste une question. Lorsque, dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, vous aviez reconnu avoir ordonné ce qu'on appelle des opérations homicides, comme l'ont fait précisément les Américains avec al-Baghdadi, est-ce que nos services, à l'époque où vous étiez aux responsabilités, avaient pour mission de neutraliser, comme on dit, d'éliminer al-Baghdadi? Si on avait su où il était, nous avions des avions, nous en avons encore d'ailleurs sur la zone, puisque dans le cadre de la coalition, nous organisions des frappes. Il faut rappeler quand même que la France a été engagée et est encore engagée dans la lutte contre Daesh. Et si nous avions su où il était, nous aurions, avec nos alliés, avec les Américains notamment, pu organiser. Nous avions pensé même qu'il avait été neutralisé. Pour ça qu'il faut toujours être très prudent. Plusieurs fois, il y a eu l'annonce de la mort de Baghdadi. Et donc, il fallait avoir une preuve. Le président américain semble en avoir une avec des tests ADN. Nous verrons bien. Mais je crois que la question de la confirmation est très importante. Ça veut dire que vous demandez aux Américains de produire des preuves, d'une certaine manière, de l'identité d'al-Baghdadi? Ils le doivent à leurs alliés. Ce qui est toujours frappant avec Donald Trump, c'est qu'il fait comme s'il n'avait pas d'alliés. Or, il y a eu une coalition qui s'est constituée. À l'époque, c'était le président Barack Obama pour les États-Unis, c'était moi-même pour la France. Et il y avait plusieurs pays qui étaient membres de cette coalition, qui le sont toujours. Donc la moindre des choses, quand on est allié, c'est pas forcément d'informer au préalable, encore que ça peut se faire. Ça peut se faire, mais il y a une règle quand même de secret, de confidentialité. Mais entre alliés et au plus haut niveau, on peut informer sur une opération qui va venir. Mais deuxièmement, c'est de donner les résultats de cette opération. On ne peut pas le croire sur parole, Donald Trump? Si, quand il s'adresse au peuple américain et qu'il dit que Baghdadi a été neutralisé, je veux le croire. Mais vous demandez ce matin des preuves. Non, en tout cas, il pourrait les donner à ses alliés. Mais je pense qu'il doit les donner, et il les a peut-être donnés au moment où je parle. Juste sur les mots qui ont été utilisés par Donald Trump, il a raconté les détails de cette intervention. Il a dit que c'était comme regarder un film. Il a parlé de loser, il a parlé de ce trouillard. Il est mort comme un chien en chialant, a dit Donald Trump. C'était obligé de parler comme ça? Ou qu'est-ce que vous en pensez de la méthode? C'est la méthode Trump, vous voyez, c'est-à-dire un discours qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas maîtrisé, un discours où c'est l'instinct qui parle plus que l'intelligence, un discours qui attise la haine plutôt qu'il ne veut que consacrer la victoire, finalement, contre le terrorisme, parce que c'est ça quand même le but. C'en est une pour Donald Trump. Mais c'est une victoire pour, je pense, l'ensemble de la coalition qui avait mené la guerre contre Daesh. Je crois qu'il a eu raison de féliciter le commando qui a mené cette opération. Des hommes qui vont jusqu'au péril de leur vie pour aller débusquer un chef terroriste islamiste. Mais après, les mots,
les mots comptent dans le monde, parce que ces mots sont répercutés partout. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été assassinés, les femmes qui ont été violées, les gens qui ont été massacrés, c'est pas un film. Donc on n'est pas là dans le dernier épisode d'une série. On est dans une réalité qui nous fait face et qui est cruelle. Et lorsqu'il y a un Baghdadi qui est tué et qui est neutralisé, qui est donc éliminé, je pense qu'il faut saluer cet acte, mais il ne faut pas tomber dans le récit d'une série qui aujourd'hui n'est pas à l'honneur de Donald Trump. Alors il a remercié les Russes, les Irakiens, les Syriens, les Kurdes. C'est une opération qui justifie le retrait des États-Unis en Syrie? Non, c'est l'impression que ça donne. Non, mais job is done, il pourrait dire ça. Le travail n'est pas accompli, n'est pas achevé, puisque je l'ai dit moi-même, le coup est très dur pour Daesh, mais le coup n'est pas fatal. Et le retrait américain a eu des conséquences extrêmement graves. Pas simplement, et c'est déjà beaucoup, sur les Kurdes, qui étaient notre allié, qui étaient nos alliés, qui étaient ceux qui faisaient justement les opérations, qui ont peut-être donné des informations d'ailleurs aux Américains pour la neutralisation de Baghdadi. Mais le coup est très dur, là aussi, contre Daesh, mais Daesh pourra utiliser les djihadistes qui étaient jusque-là détenus par les Kurdes et à ce moment-là, continuer des opérations et des attentats. Est-ce que c'était pas ça l'erreur, Monsieur le Président? Est-ce que c'était pas ça l'erreur, d'avoir laissé aux Kurdes le soin de gérer nos ressortissants? Mais il y avait des soldats américains qui étaient placés là. Qui ont été rapatriés. Il y avait aussi des Français qui encadraient les Kurdes. Je l'ai moi-même décidé. Donc ils n'étaient pas seuls. Ensuite, c'est un territoire qui n'est pas un territoire sur lequel nous pouvons agir impunément. C'est le territoire syrien. Donc il y a des règles dans le droit international. Quel peut être désormais l'avenir de la coalition? Vous nous expliquez que la menace n'est pas derrière nous, que l'EI peut en tout cas se reformer. Comment est-ce qu'on fait désormais sans les Américains? La ministre de la Défense ce matin demande à ses partenaires de rester pleinement engagés dans la lutte contre Daesh. On peut leur demander aux Américains, sauf qu'ils ont décidé de partir. Comment on fait désormais avec l'OTAN qui est si fragilisée par ailleurs? Les Américains ont décidé de partir, mais en même temps de continuer à contrôler les exploitations de pétrole et de gaz en Syrie. Jusqu'à un certain point, ils gèrent des intérêts. Mais, une forme de cynisme, c'est ça que vous voulez dire? Une forme d'objectif qui est limité simplement au contrôle des ressources. Mais il y a les personnes qui comptent, il y a les territoires qui comptent, il y a l'avenir de la Syrie qui compte, il y a la lutte contre Daesh qui compte. Donc la question qui est posée, elle n'est pas simplement posée aux Américains, finalement. Ils décident de se retirer, ils en ont bien le droit. Non, la question, elle est posée aux Européens. Et elle est posée à l'OTAN. Est-ce que l'on est capable de nous défendre nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable de constituer une coalition, y compris sans les Américains? Quelle est la réponse? Ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, il y a un doute sur cette capacité et peut-être un manque de volonté. Et donc la France, elle doit prendre conscience, je crois que c'est fait, qu'elle doit prendre une initiative qui est de constituer, avec les Européens qui le voudront, une défense qui puisse non seulement protéger nos intérêts ici en Europe, mais aussi agir à l'extérieur. On le voit bien en Afrique de l'Ouest, où le terrorisme continue de se répandre. On le voit au Moyen-Orient. Et d'une certaine façon, les Américains nous disent quoi? Et ça ira au-delà de Donald Trump. Ils nous disent maintenant, le Moyen-Orient, l'Afrique, c'est votre intérêt que de défendre ces territoires. La France a encore été frappée au cœur. Je parle naturellement de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. La réponse du président de la République contre la radicalisation, ça a été de dire qu'il faut une société de vigilance. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase du président de la République, nous demandant à chacun d'entre nous d'être vigilant sur les signaux de la radicalisation? Oui, la société de vigilance, ce n'est pas une société de délation. C'est de faire attention à des signes qui peuvent être à un moment tout à fait révélateurs. Mais je pense que... Ils sont faciles à identifier, sincèrement, ces signes? C'est très difficile, mais dans la fonction publique, ça me paraît être davantage possible qu'ailleurs, puisqu'il y a des règles de neutralité qui doivent être respectées. Mais je pense que s'il y a un mot qui doit être retenu, c'est que nous ne devons pas entrer dans une société de défiance. Moi, comme président de la République, j'ai toujours voulu unir les Français, y compris lorsque c'était le plus difficile avec les épreuves terroristes que nous avons traversées. Vous reviendrez, puis on reparlera de votre livre?
Mais Hein? oui, je ne suis pas là aujourd'hui pour Voilà. ça. J'ai fait un livre pour parler des institutions et pour parler de la crise de la démocratie, pas simplement en France. Et quand je vois ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, en Italie également l'extrême avec droite, les élections notamment. et l'extrême droite, quand je vois les grands partis de gouvernement qui souffrent, je pense qu'il y a à la fois des réponses politiques et institutionnelles qu'il faut donner. Merci. Merci beaucoup, François Hollande. C'est à vous, Damien. Merci beaucoup.